Le cercle RH et les experts de Smart Job avec un sujet évidemment qui focalise l'attention, ces titres de séjour. Alors ça sera dans le cadre d'un projet de loi sur l'immigration avec une discussion entre le ministre du Travail, Olivier Dussopt, et Gérald Darmanin, des titres de séjour pour les sans-papiers, pour le dire abruptement, afin de pourvoir à ces métiers en tension et de permettre à des secteurs qui ne trouvent pas de trouver de la main-d'œuvre. On en parle avec mes invités et puis on parlera aussi de Duralex. Alors c'est patrimonial et vous l'avez vu, chômage partiel parce que le gaz coûte si cher qu'on doit fermer une partie des fours. Et puis on parlera, pour terminer, j'espère qu'on aura le temps, des médecins du travail. Des DRH s'inquiètent. Là aussi, on parle de pénurie des médecins du travail. Mes trois invités, Marine Balançard est avec nous, directrice générale d'Ariséal, et votre livre qu'on va découvrir, vous savez, on a mis le banc titre de votre livre, Décider, on va le voir, voilà, Décider, ça se travaille, édition Erol, ça vous fait sourire. Christine Duro, merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente entreprise et progrès, associée chez Kea Partners. Merci d'être là. Et Stéphane Marchand, bonjour Stéphane, bonjour rédacteur en chef pour l'Écho, délégué général de l'Institut du capitalisme responsable. Ça c'est nouveau, du capitalisme responsable. Oui. Je ne vous présentais pas sous cette étiquette-là? Non, effectivement, parce que d'habitude je viens ici en tant que rédacteur en chef de Pour l'Écho. Oui. Mais c'est une autre casquette éventuelle. Deux casquettes donc, et la une de Pour l'Écho. Regardez la une. Peut-on éviter la récession? Alors on nous dit oui, on nous dit non. D'ailleurs, avant de débattre de notre titre, on est en récession ou pas? Alors, techniquement, pas tout à fait encore. On risque d'y plonger. Mais la question qu'on pose dans le magazine, c'est de savoir si c'est une mauvaise idée d'être en récession. Il y a des pays qui choisissent la récession pour purger et repartir de l'avant. Et le patron de la Fed, la Banque centrale américaine, disait récemment on va faire du chômage pour repartir. C'est terrible quand on entend ça. On va faire du chômage. Ça n'est pas à la mode. Ouais, on va faire du chômage. La phrase donne froid dans le dos. Revenons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur ce titre de séjour un peu particulier qui sera élaboré à l'occasion d'un projet de loi sur la possibilité de donner du travail à ces sans-papiers, à ces migrants. Je ne sais pas comment on peut d'ailleurs les appeler, mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est un titre de séjour pour pourvoir les métiers sous tension. Comme ça, spontanément, on a envie de dire bonne idée. Christine Duro, je vous vois dans le doute. Oui, bonne idée, sachant que pour le moment, c'est un concept, c'est une bonne idée. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays qui conditionnent la régularisation ou même l'entrée sur le territoire ou les quotas d'immigration à des métiers de sous-tension. La France en avait parlé, rappelez-vous. Le Canada, oui, alors il y a un passeport... avec des quotas par métier. Excellence ou compétence, mais qui n'est pas du tout connu. Le Canada, tous les ans, annonce, on a besoin de tant de temps, ça fait des années, ils octroient des points. Donc on a envie de dire oui, ça a l'air de bien marcher. Voilà, maintenant, moi ce qui m'étonne, et je le partageais avant cette émission, c'est que ce soit quand même annoncé par le ministre de l'Intérieur, ce qui témoigne d'un amalgame sécurité, emploi, économie qui me semble questionnable. Oui, alors après, ça a été rectifié, parce que c'était suite à une discussion entre le ministre du Travail et le ministre de l'Intérieur, mais comme c'est la loi immigration, elle sera portée par Gérald Darmanin. Coup de com' ou pas, Stéphane Marchand? Parce que certains disent, et j'en fais partie, mais ça fait 20 ans finalement que ce sujet est sur la table, qu'on se pose la question, qu'on utilise une main-d'œuvre étrangère au noir, et je mets des guillemets, mais d'une manière illégale, dans les restaurants, dans les champs, dans des secteurs, le BTP. C'est un vrai sujet de le poser là, aujourd'hui, maintenant? Alors, vous posez la question de savoir si c'est un coup de com'. L'interview dans Le Monde par Darmanin et Dussopt était en commun. Donc, c'est une volonté politique affirmée de mélanger, de faire le mélange que contestait Christine Duro entre la police, en fait, entre la police et l'emploi. Très, 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 très mauvaise idée, à mon avis. En termes de com', c'est une très mauvaise idée. Alors ensuite, est-ce que... L'idée semble tellement évidente qu'on on a du mal à croire qu'en 2022, un ministre de la République française ose annoncer ça comme une nouveauté. Enfin, c'est absolument inouï. Surtout qu'il sait très bien que cette idée, en 2007, elle avait déjà été pratiquée exactement dans les mêmes termes. Je vous rappelle qu'il y a une loi sur l'immigration tous les 18 mois en France en moyenne. Donc, c'est sous l'ère Nicolas Sarkozy. Donc on finit par oublier ce qu'il y avait dans les lois précédentes, mais en 2007, c'était déjà là. Et quel est le problème? Le problème, ça n'est pas l'idée. Le problème, c'est l'exécution, évidemment. L'exécution politique et surtout, en l'occurrence, l'exécution administrative. C'est clair. Parce que les décrets d'application des lois ne sont jamais mis à jour. Or, pour mettre en face la présence d'immigrés qui ont besoin de travailler et en face les métiers en tension qui ont besoin d'embaucher, ça, c'est la technologie difficile. C'est ça la difficulté. C'est pas de faire le malin dans le monde.
C'est ça, c'est d'organiser la correspondance. Marine Balançard, votre point de vue, vous venez régulièrement vous exprimer sur ces sujets, est-ce que vous dites que c'est une bonne idée? Certains sénateurs, certains députés, certains élus d'ailleurs, disent oui, pourquoi laisser ces hommes, en particulier ces hommes et quelques femmes, comme ça, la vivre dans des tentes sans activité pendant la période où on instruit leur dossier? Pourquoi ne pas leur donner du travail? Oui, c'est un sujet très politique. On marche vraiment sur des œufs. Il n'y a qu'à voir les commentaires qu'il y a dans tous les journaux. Et j'abonde dans votre sens. Ça paraît incroyable que le ministère de l'Intérieur annonce ce genre de choses alliées avec le ministre du Travail. Il y a quand même un problème, c'est qu'on a presque 3 millions de chômeurs en France. Et il semblerait que cette annonce, ce coup de com', serait une façon de répondre à 2 problèmes, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire travailler les chômeurs et on n'arrive pas à faire partir les étrangers en situation illégale. C'est-à-dire que ceux qui doivent quitter le territoire ne le quittent pas. Et donc on dit, comme les chômeurs ne veulent pas travailler et que les autres sont là, oui. Eh bien on n'a qu'à les régulariser. C'est ça. Alors il y a un autre débat juridique, c'est qu'il n'est pas non plus précisé que parce qu'on travaille pendant la période d'attente de la régularisation, qu'on sera automatiquement, parce que c'est un sujet qui est posé, automatiquement régularisé. On peut travailler 6 mois dans cette période d'attente pour ensuite avoir un refus en appel. Mais quand même, sur cette question des métiers sous tension, tous les invités qui viennent sur ce plateau, du tertiaire ou pas, nous disent tous nos secteurs, tous les secteurs sont sous tension. Là, j'ai regardé les métiers sous tension tels qu'ils avaient été définis par la DARES et par quelques institutions, on les connaît, c'est le service à la personne, c'est la répurgation, ceux qui ramassent les poubelles, le BTP, le monde agricole et l'informatique. On les connaît, ces secteurs sous tension. Donc comment on va faire? On va aller faire un repérage au moment des inscriptions? Comment vous voyez les choses là concrètement? Parce que les Français ne veulent pas les faire, ces métiers. Enfin, je veux dire, les Français de souche. Vous êtes d'accord? Voilà. Personne ne veut les faire, ces métiers. J'allais dire déjà, quand on regarde la liste de ces métiers et qu'on regarde autour de nous, on voit bien que d'ores et déjà, il est tout à fait majoritairement, elles sont majoritairement occupées par... J'oubliais la restauration. Issues de l'immigration au sens très large du terme. Donc de toute façon, c'est un faux débat. Et d'ailleurs aujourd'hui, regardez le débat qu'il y a eu l'été dernier sur la venue sous contrat de personnes venant de Tunisie, qui donc vidaient les hôtels Tunisie, qui baissaient le service en Tunisie, qui a besoin d'augmenter son tourisme et qui voulait amener des gens pour la restauration en Tunisie, et ça faisait polémique. Enfin, tout ça est quand même assez absurde. Oui. Et effectivement, toute la question, ce sera opérationnellement comment on fait. Enfin, je rejoins totalement Stéphane. Stéphane Marchand, je repose la question. Les secteurs que j'ai cités, les 5 secteurs sous tension identifiés, sont des secteurs où les demandeurs d'emploi, et j'irais les Français, disent « je ne veux pas faire ces métiers ». Et ça ne date pas de l'ère Macron, ça date de 30 ans. Ça fait 30 ans que ces métiers sont pourvus soit par des sans-papiers, d'une manière illégale, soit par des travailleurs immigrés. C'est un vrai sujet. Je veux bien qu'il y ait 3 millions de chômeurs, mais... Comme dans beaucoup de sujets, il y a une offre et une demande, et pour les faire coïncider, il faut mieux que l'offre parle directement à la demande. Mais ça, évidemment, le système français déteste ce concept. L'administration crée une liste de métiers en tension. Quelle est l'utilité de cette liste? Vous venez de la décrire, elle est complètement sommaire. Il faut entrer beaucoup dans le détail de chacune de ces catégories pour commencer à avoir un outil opératoire permettant de résoudre le problème. Donc ce qu'il faudrait faire, à mon sens, c'est que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise puissent embaucher qui ils veulent dans les secteurs où ils ont besoin d'avoir quelqu'un, et ensuite on post-régularise. Ça fonctionne. Sans problème administratif. Bien parce sûr. Que la réalité, c'est qu'il y a le mur de la préfecture, là aujourd'hui, où on vous dit, non, il n'est pas régularisé, vous ne pouvez pas l'embaucher. C'est ça la réalité. Ben oui. Un tout petit mot quand même sur le monde agricole, parce que je lisais un témoignage d'une femme qui fait des cornichons, et qui dit qu'elle a 30% de sa production qui pourrit sur pied, parce qu'elle a décidé de ne pas embaucher de travailleurs illégaux, avec un travail illégal. Enfin, c'est un vrai sujet, le monde agricole. On n'en parle jamais, parce qu'on parle toujours de l'aide à la personne. Là aussi, c'est un vrai sujet. Ça veut dire que les patrons vont devoir régulariser leurs salariés dans les restaurants sans papier. Ils vont devoir se mettre en règle, parce que ça pose cette question-là quand même. On est d'accord. Les entrepreneurs vont devoir se mettre en règle. Non, mais ça, c'est évident. On est d'accord. Non, mais c'est évident. Ils auraient dû. La question, c'est à quel moment est-ce qu'on va leur demander de se mettre en règle? Oui. Est-ce que c'est avant d'embaucher, pendant ou après? Et ça fait une énorme différence. Oui. Parce que les flux d'embauche
auront déjà eu lieu si vous choisissez la troisième solution que je préconise. On tourne dans l'agriculture, Marine Balançard. C'est très saisonnier en fait. On fait venir des gens pour un mois et demi, mais ils n'ont personne. Des pays de l'Est, du Maghreb, et ces personnes-là repartent. C'est pas un appel d'air à l'immigration juste pour clore ce débat, parce qu'il y a un débat politique qui est venu superposer en disant c'est aussi, ça va donner un appel d'air à une immigration plus importante. Mais là, en fait, Darmanin parle bien des migrants sur place. Moi, je trouve qu'en Europe, il faut comprendre qu'on n'a plus d'enfants. Il y a 1,6 enfants par femme. Donc, de toute façon, l'unique solution, c'est l'immigration. Donc, autant choisir l'immigration que l'on souhaite, comme le fait le Canada. En Angleterre, je crois qu'il y a 1,5 million d'emplois non pourvus. Comme la Suisse, comme d'autres pays. Voilà, comme la Suisse. Et donc, le sujet de l'immigration n'est plus est-ce qu'on est pour ou contre. C'est il y aura de l'immigration. C'est le seul moyen d'assurer la pérennité économique de l'Europe. Il y aura de l'immigration parce que notre économie est en danger. Là, je me tourne vers l'économie, c'est les chefs d'entreprise. Notre économie va mal parce qu'elle ne trouve pas de gens pour... Ah ben bien sûr, il y a 300 ou 400 000 postes qui ne sont pas pourvus. Et ce sont des postes en général à forte valeur ajoutée. Et pas ceux forcément qui correspondront aux migrants qui arrivent. Probablement pas, effectivement. Ceux-là, on a du mal à les faire venir. On vous dit qu'il faudrait faire venir des ingénieurs de Taïwan ou de Chine pour remplir ces jobs-là. Et il y a des secteurs et des entreprises, il y a des entreprises qui disparaissent faute de pouvoir embaucher. À tel point qu'en Californie, par exemple, il y a une loi de l'État qui interdit aux entreprises de se voler les ingénieurs. Bien sûr. Parce que c'est devenu une ressource tellement rare, c'est comme l'eau en quelque sorte. C'est la surenchère du salaire et des avantages en nature. Tournons cette page. Duralex, on l'a tous regardé dans nos verres quand on était petit pour voir quel âge on avait, quand on arrivait à la cantine. Nos enfants le font encore. Duralex, entreprise du Loiret, qui met ses salariés en chômage technique. Elle avait 4 millions d'euros pour le gaz, pour faire tourner ses fours. Elle est arrivée à 13. Est-ce que dans votre réseau, parce que c'est intéressant aussi de savoir ce qui se dit dans votre réseau, est-ce que vous avez des entreprises qui vous disent là, on est en situation très délicate quand la facture de gaz va arriver? Dans l'industrie, oui, absolument. Sur les ETI, les PME, et qui disent depuis déjà quelques semaines que la focale, on va dire, de tout le soutien a été exclusivement sur les particuliers et assez peu sur un tissu d'entreprise qui est... Voilà. Et les entreprises dont on parle, ça n'est pas les industries qu'on met toujours en avant, plutôt ça n'est pas assez peu les industries du luxe, c'est assez peu les industries, un peu moins les industries de l'agroalimentaire, sauf pour les matières premières, pour lesquelles c'est un énorme problème, mais c'est beaucoup pour le coup ces fameuses industries manufacturielles qu'on veut tellement ramener en France, qu'on veut tellement aider, qu'on a tellement enlevé pour se focaliser sur l'école blanche. C'est le coup de grâce. Donc c'est ennuyeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Duralex, c'est un exemple, mais c'est un exemple symptomatique d'un patron qui dit je préfère mettre mes salariés à 95% du salaire. C'est en même temps d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire il dit il faut réindustrialiser l'Europe et en même temps on se retrouve dans une situation... La France ou l'Europe? Vous dites ça parce qu'il avait gardé le drapeau européen sur le... Oui. C'est ça? Oui, il a oublié le drapeau français. Il n'avait pas remis le drapeau français. Mais il veut réindustrialiser la France et en même temps, déjà, on n'est pas très compétitif en termes de coût de la main-d'œuvre et en plus, maintenant, on n'est complètement pas compétitif sur le coût de l'énergie. Donc, c'est le coup de grâce. Et il n'y a pas que Duralex, d'ailleurs, Safran renonce à installer une usine. En tout cas, il diffère la décision de 18 ou 24 mois. Et c'est dramatique pour la France. Est-ce que c'est pas... Après, on peut se poser la question, est-ce que Duralex n'utilise pas ce prétexte pour finalement couper sa production, mettre 250 personnes au chômage partiel, payé par l'État, nous, c'est l'État par nous. Est-ce que c'est pas une démarche opportuniste? Pour être précis, cette entreprise était dirigée il y a encore quelques mois par des Turcs. Elle a été reprise avec le soutien du conseil régional du centre pour sauver l'entreprise. Donc vous avez raison, il y a un débat de est-ce que ce n'est pas la fin de l'entreprise et d'une manière déguisée, une manière de clore l'aventure Duralex. Quand même, sur le fond, il y a un débat que vous posez. On aide les particuliers, on a capé le montant des dépenses énergétiques. Le gouvernement n'a pas fait le choix de le faire pour les entreprises, au risque de mettre en danger son industrie. On peut difficilement reprocher au gouvernement français de ne pas avoir aidé les entreprises dans les 3 ou 4 ans qui viennent de se dérouler. Sur ce point précis, Duralex, c'est un cas particulier. Le verre, c'est une industrie, je dirais, extrême, dans la mesure où elle utilise énormément d'électricité et énormément de gaz. Donc vraiment, c'est double peine. Peut-être que vous savez que je suis un optimiste. Il y a des méthodes peut-être pour faire du verre en utilisant moins d'électricité et moins de gaz. Et Saint-Gobain, j'ai l'impression, vient d'inventer quelque chose le mois dernier.
ils ont, je crois, fabriqué du verre avec des morceaux de verre recyclés. Et tout ça, si ça devait être généralisé, reposerait sur l'utilisation des déchets dans les chantiers de destruction, ou plutôt de déconstruction. On déconstruit, on démonte pièce par pièce, vous avez raison, les vitrages. On récupère le verre et on pourrait récupérer des quantités énormes de verre si la filière existait. Donc il faudrait peut-être subventionner la filière au lieu de subventionner ceux qui font du verre comme on le faisait il y a 50 ans. Juste d'un mot, parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps. Les médecins du travail, les DRH nous disent qu'il y a une pénurie. Je me souviens quand même, je crois sous l'ère Nicolas Sarkozy, que certains évoquaient même l'idée de supprimer la médecine du travail, jugée inefficace, inefficiente, parfois dans même des conflits d'intérêts, puisqu'elle est payée par l'employeur, il faut quand même le rappeler. Vous en pensez quoi de ce débat de la médecine du travail? Utile ou pas utile? Parce que on n'arrive pas à savoir si les médecins du travail jouent un vrai rôle dans l'entreprise. C'est un peu différent depuis la crise du Covid, parce que la médecine du travail était très sollicitée. Il y en a même qui ont vacciné directement les salariés. Oui. Et je rappelle que les Français sont en mauvaise santé psychique et que les médecins du travail ont tiré les premiers de la sonnette d'alarme. Donc vous soutenez plutôt l'idée de sauver le soldat médecin du travail? Absolument. C'est très étonnant que ce métier ait une aussi mauvaise réputation. Ah oui, on a fait une enquête à Pour l'Écho sur ce métier de médecin du travail. On a découvert qu'il souffrait de 3 préjugés. Le premier, c'est que le médecin du travail ne soigne pas. Alors effectivement, il ne soigne pas directement comme un médecin de famille, mais il est chargé de faire de la prévention. Avec toute la direction de l'entreprise, il est chargé de vérifier si les conditions de travail ne vont pas un jour déboucher sur des problèmes, notamment musculo-squelettiques, etc. Donc c'est important. Deuxièmement, qu'il est vendu au patron. C'est complètement faux. Il est pas Vous avez vu les préjugés que j'ai portés en introduction. Absolument. Il n'est pas vendu au patron. Le serment d'Hippocrate qui gère le médecin reste parfaitement valable. Il peut très bien refuser. Et la sécurité des informations des patients, des salariés est évidemment totalement garantie. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et puis, donc, ça veut dire qu'ils ont une utilité. Vous confirmez l'idée qu'il faut une médecine du travail efficiente. Absolument. Et puis, ce n'est pas du tout un métier plan-plan, parce que c'est un métier, comme je le disais tout à l'heure, assez stratégique, qui va s'occuper de l'avenir de l'entreprise. Et en plus, c'est bien payé. Par rapport à un job de médecin normal. C'est vrai. C'est particulièrement avec des horaires de bureau. Voilà. Donc, une série de choses. Vous n'êtes pas médecin de nuit, quoi. Hein. À 18h, l'officine ferme. Vous en pensez quoi des médecins du travail? En tout état de cause, moi, pour Entreprise et Progrès, on est sur l'humain au cœur de l'entreprise. Aujourd'hui, l'humain, Marine le mentionne. Je suis mal parti avec ma présentation des médecins du travail, là. Voilà, l'humain au cœur de l'entreprise. L'humain, c'est un humain global aussi. C'est pas que du management, c'est aussi de la santé psychique, c'est aussi de la santé physique. Je vois mal comment on peut porter ce message-là, l'humain au cœur de l'entreprise, sans du tout pousser une médecine qui accompagne la médecine du travail. Alors, est-ce que ça peut être substitué ou pas? De toute façon, des généralistes et les déserts médicaux, il y en a aussi. Ce sont les mêmes, là où il y a des déserts de médecine du travail, il y a aussi un désert de généralistes. Donc ce sujet-là est un sujet d'entreprise et d'économie aussi. C'est pas pour rectifier mon lancement, mais vous confirmez bien que les médecins du travail sont bien financés par les entreprises. Ils sont salariés de l'entreprise. On est d'accord. Non, mais je voulais juste avoir cette précision. Et ce qui peut-être peut, à certains égards, poser des difficultés. Au-delà du fait que j'ai pu susciter quelques préjugés. Certains sont salariés, il peut y avoir des conflits de loyauté, ils peuvent être sous pression aussi. Ils peuvent être sous pression, bien sûr. Mais de moins en moins. Je pense que maintenant les entreprises ont bien conscience des problèmes de santé physique, mais mentaux aussi. Bien sûr, liés au Covid, de plus en plus Covid. Voilà. Merci à vous trois de nous avoir éclairés sur tous ces sujets d'actualité. Merci à vous, Marine Balançard, directrice générale d'Ariséal. Merci à vous, Christine Duroux, vice-présidente entreprise et progrès associée chez KEA Partners, et merci à vous Stéphane Marchand avec la une de Pour l'Écho. Vous en êtes le rédacteur en chef sur la récession ou pas, avec ce graphique qui monte, et délégué général de l'Institut du capitalisme responsable. Merci à vous trois. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité.